N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. Et tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. C'est avec Pascal Yibé du MPL, le mouvement du peuple pour la liberté, au sujet des recommandations de la CEDEAO. Ce pouvoir ne veut pas exécuter les inscriptions de cette feuille de route. Et la CEDEAO semble être complice de cette situation. Nous l'interpellons une dernière fois à se faire pardonner des événements de 2005 et de 2015. Parce qu'à chaque fois, c'est la CEDEAO qui cautionne les hold-up électoraux qui se passent sur le territoire togolais. Donc nous l'interpellons cette fois-ci pour qu'il n'en soit plus ainsi, qui n'oblige pas le peuple à prendre ses responsabilités et à faire autre chose que ce qui doit être fait. Nous proposons ce que cette CEDEAO fixe une date par rapport à la libération des otages politiques. Et que cette CEDEAO fixe une date également pour les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, avant même de penser à une quelconque élection dans ce pays. Parce que le problème togolais, c'est le problème des réformes et non le problème des élections. Nous demandons à ce que les élections soient déverrouillées afin que les populations puissent vivre au moins à l'aise. C'est tout ce que le peuple togolais réclame, pas des élections. Pascal Yibé du MPL, le mouvement du peuple pour la liberté, au sujet de la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Quel bilan faire de la mise en œuvre de ces recommandations plus de 3 mois après leur adoption? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Antoine Folly, il est président de l'Union des démocrates socialistes du Togo et négociateur de la coalition. Bonjour Monsieur Folly. Bonjour Antoine Afamou, bonjour aux auditeurs de Nana FM. Ce débat se fera justement avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afamou. Quel bilan faire de la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO plus de 3 mois après leur adoption? C'est le thème du jour. Alors, la CEDEAO complice ou pas, je vous poserai la question dans quelques instants. Mais avant, dites-nous que retenir concrètement de votre déplacement il y a quelques jours en Guinée à la rencontre de l'un des facilitateurs, le président Alpha Condé. Bien, merci Antoine. Alors, je voudrais fixer d'abord, tout de suite les choses. La rencontre que nous avons eues, les rencontres que nous avons eues à Conakry n'étaient pas des rencontres pour prendre des décisions. Ça, c'est une chose qu'il faut retenir. On n'est pas allé là-bas pour prendre des décisions. Nous sommes allés pour faire un peu présenter ce qu'on peut appeler le bilan. Une évaluation de la mise en œuvre pas de la feuille de route en entier, mais des décisions qui avaient été prises au comité de suivi du 23 septembre 2018. Vous vous rappelez, à ce comité de suivi, un certain nombre de décisions avaient été prises concernant notamment la recomposition paritaire de la CENI, la libération des personnes encore en détention, des engagements avaient été pris, un chronogramme du processus électoral avait été proposé, que nous avons contesté parce que nous le trouvions incohérent. On en parlera tout à l'heure. Un chronogramme des réformes constitutionnelles et institutionnelles avait également été présenté, proposé, et donc nous sommes allés pour faire un peu l'évaluation de tout cela, des décisions qui avaient été prises. Et vous vous souvenez également que le 23 septembre, la coalition avait évoqué un certain nombre de préoccupations
qui ne figurait pas dans le relevé des conclusions, mais qui était tout aussi importante que les décisions qui avaient été prises, et il avait été question que les membres du comité de suivi rendent compte à leur mandat afin que des réponses précises soient données à la coalition sur ces préoccupations qui concernent par exemple la présidence de la CENI, la CENI et ses démembrements, le découpage électoral, etc. Donc il y a un certain nombre de points, l'arrêt par exemple du processus électoral unilatéral engagé par le gouvernement, donc un certain nombre de préoccupations que nous avons évoquées et pour lesquelles nous attendions des réponses. Donc le déplacement de Conakry avait pour but de faire une évaluation globale des décisions, de la mise en œuvre des décisions qui avaient été prises. Mais beaucoup pensaient surtout que c'était pour trancher la question du siège de l'UFC à la CENI et de la reprise ou non du processus de recensement électoral. Non, ça fait partie des questions qui ont été discutées, mais encore une fois, nous ne sommes pas allés là-bas pour prendre des décisions. Est-ce que cela veut dire que rien n'a été décidé finalement en ce qui concerne ces deux sujets? Non, on ne peut pas dire que rien n'a été décidé, non. Nous avons fait le bilan, nous avons fait l'évaluation. Et évidemment, le 23 septembre, il avait été... en fait, le 23 septembre, il y a eu 3 grandes décisions. La première, c'est des engagements qui ont été pris pour la libération des personnes encore en détention. Force est de constater que rien n'a été fait de plus depuis cette date. La recomposition paritaire de la CENI. 8 désignés par la majorité présidentielle et 8 par la coalition. Et la coalition devait remettre les noms de ses représentants au plus tard le 30 septembre. Ce qui a été fait. Mais vous connaissez la suite. À ce jour, seulement 7 sur les 8 ont été désignés et il en reste un qui ne l'a pas été, et nous, notre position est de dire que tant que le 8e représentant de la coalition ne sera pas nommé par l'Assemblée nationale, eh bien, nos représentants ne siégeront pas, ne prêteront pas serment devant la Cour constitutionnelle et surtout ne siégeront pas à la CENI. Et quelle a été l'appréciation du président guinéen par rapport à ce point précis? Nous, de notre point de vue, nous avons développé, nous n'étions pas seuls, il y avait aussi des représentants du pouvoir qui étaient là. Chacun a développé, il n'y a pas eu de réunion plénière. Vous n'avez pas eu l'occasion de discuter face à face comme on dit? Non, on a eu des entretiens bilatéraux avec le président Alpha Condé, chacun de son côté. Et donc, qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à la question de la CENI? Alors, chacun a fait valoir ses arguments. Nous avons fait valoir nos arguments en nous fondant sur le relevé des décisions. Donc, nous avons constaté que le président a eu une oreille très attentive et a été sensible aux arguments que nous avons développés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas seul, il n'est pas le seul facilitateur. Ils sont deux. Il faut qu'à l'issue des discussions qu'il a eues avec nous, qu'il discute, rende compte à son homologue du Ghana, mais aussi à d'autres chefs d'État, y compris le chef de l'État togolais. Donc, c'est suite à ces concertations entre chefs d'État que une décision, une recommandation
sera annoncé. Alors pour que cela soit très clair pour les auditeurs, si on vous suit bien, cela veut dire qu'à aucun moment le facilitateur n'a eu à dire bon ok, l'UFC garde son siège parce que ce parti est de l'opposition parlementaire, ou non, la CENI, l'UFC devrait céder son siège parce qu'elle n'est pas de la coalition. Il n'y a rien eu de tel. Non, je répète encore, nous avons développé nos arguments. Vous savez, le problème de l'UFC, je l'ai dit ici sur vos antennes, moi ça me fait très mal de constater aujourd'hui que l'UFC, qui a représenté beaucoup de choses dans la mémoire collective des Togolais, puisse constituer aujourd'hui un élément de blocage dans une période aussi critique de l'histoire de notre pays. Et donc, bon, maintenant, pour le moment, il n'y a pas encore de décision prise ou de recommandation. Vous attendez Nous attendons les recommandations, mais nous avons développé des arguments et il appartient à chacun de prendre ses responsabilités, y compris nos amis de l'UFC. Alors, sur la question du recensement électoral, on a pu lire sur des sites d'information qu'il y aurait été question de session de rattrapage ou d'ajouter quelques jours supplémentaires pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'aller se faire recenser, de le faire. Qu'en est-il réellement? Non, vous savez, une fois encore, à Conakry, nous avons développé des arguments. Ce qui s'est passé, vous savez que la coalition a appelé au boycott du recensement. C'est un fait. Moi-même qui vous parle là aujourd'hui, je ne suis pas inscrit sur la liste électorale. Il en est de même de tous mes collègues de la C14. Beaucoup de nos militants, beaucoup de Togolais, sympathisants, ne se sont pas inscrits. Même des Togolais lambda qui ne s'intéressent pas à la politique, mais qui trouvent fondé l'appel au boycott de la coalition, ne se sont pas fait ressentir. Est-ce que cette possibilité a été évoquée d'ajouter quelques jours? Non, vous savez, la question, nous, on ne s'intéresse pas à cette possibilité, à cette éventualité d'ajouter quelque chose. Non. Nous avons face à nous un problème réel. C'est qu'il nous faut, dans ce pays, avoir une bonne fois pour toutes un fichier électoral fiable. C'est ça le problème. La question n'est pas d'ajouter quelque chose. Et moi, vous savez, je parle là en tant que Togolais et je me dis, mais est-il normal que, je prends en m'adressant spécialement au chef de l'État, mais est-il normal que, après 13 ans de pouvoir, après tous les discours de modernisation de la vie politique qu'il a tenu à son arrivée au pouvoir, est-il normal que 13 ans après son arrivée au pouvoir, nous en soyons encore à parler de fichiers électoraux tronqués, de fichiers électoraux non fiables? Moi, c'est ça qui me fait mal. La question n'est pas de rajouter quelque chose, la question est de dire que l'on se mette, que l'on s'asseye ensemble, le pouvoir et la coalition, pour regarder les problèmes qui se posent. Que devons-nous faire pour avoir au Togo un fichier électoral fiable? Un fichier dans lequel il n'y aurait pas de non-togolais enregistrés, un fichier dans lequel il n'y aurait pas, une personne n'aurait pas plusieurs cartes, un fichier dans lequel des mineurs ne seraient pas enregistrés. Il y a voilà. Et ça, vous savez, nous serions au pouvoir, aujourd'hui l'opposition serait au pouvoir, si l'opposition ne faisait rien, nous aurions les mêmes problèmes. Donc, c'est un problème national. Donc, assoyons-nous, des recommandations ont été faites par des missions d'observation électorale, que ce soit l'Union européenne, la francophonie, on fait des observations et des recommandations. Asseyons-nous, prenons ces observations, prenons ces recommandations et voyons comment nous pouvons les mettre en œuvre de façon consensuelle pour avoir un fichier fiable. C'est ça le problème. La question n'est pas de donner, d'accorder quelques jours supplémentaires. Non, le problème n'est pas là. Le problème est
Non, le problème n'est pas là. Le problème est et ce problème s'adresse plus particulièrement à ceux qui sont au pouvoir, parce qu'on est au pouvoir pour régler des problèmes. On n'est pas au pouvoir simplement pour montrer qu'on a la force, mais pour régler des problèmes. Et ça, c'est un problème réel, un problème récurrent, qui se pose quasiment depuis que nous avons commencé à organiser des élections. Pour une fois, asseyons-nous, regardons les problèmes en face et voyons comment, regardons les solutions que nous pouvons y apporter pour que, une bonne fois pour toutes, on ne parle plus de fichiers truqués au Togo. Est-ce que la propreté du fichier électoral peut être garantie par le travail fait par les experts recrutés par la CEDEAO et qui seraient en train d'auditer le fichier? Vous savez, ça me fait rire parce que, voyons, un expert à qui on montre, à qui on donne un fichier. Mais ces experts-là, quelle possibilité ont-ils de savoir que un tel est non togolais, un tel est togolais? Vous avez développé ces arguments également devant le facilitateur. Évidemment. Quelle a été son appréciation, encore une fois? Non, mais ce sont des arguments de bon sens. Je crois que n'importe qui trouverait ces arguments totalement fondés. Donc, clairement, pour aller à un autre point, la question de reprendre ou non le recensement n'a non plus été véritablement abordée avec le président Alpha Condé. Nous avons fait comprendre au président Alpha Condé, et nous, avec je ne dirais pas des preuves à l'appui, mais avec des éléments de conviction, que le fichier actuel, le recensement actuel, ne peut pas déboucher sur un fichier électoral fiable. Je prenais un exemple tout à l'heure. Le recensement tel qu'il est fait aujourd'hui ne sait pas distinguer un Togolais d'un non-Togolais. Il y a la base du témoignage également. Est-ce que vous avez déjà fait le recensement? Enfin, non, vous avez déjà fait le recensement. Je vous rappelle des principes justes. Non, vous savez, on sait comment ça se passe. D'ailleurs, quand vous allez faire le recensement, l'histoire des témoignages. D'ailleurs, regardez, les missions d'observation électorale de la francophonie et de l'Union européenne ont trouvé, et ça à juste titre, ont trouvé totalement, j'allais dire, bizarre, pour utiliser un mot tout simple, bizarre que 75% des personnes inscrites dans le fichier électoral l'aient été sur la base de simples témoignages. Ce n'est pas fiable. Ce n'est pas normal. Donc c'est pour ces raisons que nous avons proposé autre chose. Nous avons proposé les audiences foraines qui permettent de délivrer aux électeurs des actes de naissance. Pour ceux qui n'en ont pas, débouchant sur la délivrance d'un certificat, d'une carte nationale d'identité qui prouve, bien entendu, qu'ils sont togolais, puisque pour faire la carte d'identité, il faut produire un certificat de nationalité togolaise. Bon, donc, dès lors qu'on met en place un processus accéléré qui permet de délivrer des cartes d'identité, des cartes nationales d'identité aux électeurs, eh bien, on règle une bonne partie du problème. On règle le problème des mineurs, on règle le problème des non-togolais, parce que le problème, aujourd'hui, il va être facile pour le gouvernement de dire « Ah, nous avons enregistré 3 millions d'électeurs potentiels, malgré le mot d'ordre de boycott de la coalition. » Mais en réalité, sur les 2 millions et quelques ou 3 millions qu'ils vont présenter, si vous enlevez les non-togolais, les doublons, les mineurs, il restera à peine le tiers. Et ça, on en tire quelle fierté? Moi, en tant que Togolais, je n'en suis pas fier. Et ça me fait mal pour mon pays. Mais donc, il faut préciser également que les responsables de la CENI rejettent ces accusations selon lesquelles des non-togolais, des mineurs se seraient fait enrôler, et dit que si éventuellement ça l'était, ce serait retiré avec l'audit.
Non, mais justement, comment un auditeur peut aller, peut distinguer un Togolais d'un non Togolais? Et puis, comment un auditeur à qui on donne le fichier saura si un mineur à qui on a donné, quelqu'un qui a 13 ans et à qui on a donné par simple témoignage 19 ans ou 20 ans, comment il va pouvoir il va pouvoir le faire? Maintenant, après avoir dit tout cela, on a l'impression qu'on revient au même point, on est devant un blocage, le parti au pouvoir estime être dans une logique, on va vers les élections, la coalition dénonce. Aujourd'hui, est-ce que cela voudrait dire que pour vous, ces recommandations de la CEDEAO, finalement, ne contribuent pas à aller dans la direction que vous souhaiteriez? D'abord, est-ce que ce qui est écrit est mis en œuvre? Et là, nous arrivons au point du bilan. Non, incontestablement, les décisions qui ont été prises n'ont pas été mises en œuvre. Ça, c'est la preuve, c'est que la coalition, enfin l'opposition, n'est toujours pas à la CENI. Donc, or, le point de départ du processus électoral, c'est une CENI inclusive. C'est ce que dit la feuille de route. Donc, c'est la mise en place d'une CENI inclusive qui va donner le top départ du processus électoral, puisque c'est la CENI qui organise et supervise l'organisation des élections. Ce n'est pas le gouvernement. Il y a bien sûr des tâches qui incombent au gouvernement, mais l'institution qui organise et supervise l'organisation des élections, c'est la CENI. Donc, le top départ du processus, c'est la mise en place d'une CENI inclusive conformément aux recommandations de la feuille de route. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Ces derniers jours, on a entendu également des arguments qui disent que même si aujourd'hui on a cette répartition 8 pour la coalition, 8 pour le parti au pouvoir, en cas de vote, le représentant de l'administration ou le président de la CENI pourrait toujours voter pour le parti au pouvoir et que cela ne va pas forcément en l'avantage de l'équité. Si, quand même, parce que dans le contexte actuel, évidemment, ce que vous dites est vrai, mais nous avons fait des propositions pour dire que pour garantir justement l'équité, il faut que la présidence de la CENI soit assurée par une personnalité neutre, désignée de commun accord, et cette personnalité peut être, bon, si on en trouve au Togo, pourquoi pas, peut-être un autre Togolais. Cela s'est passé dans d'autres pays et ça a bien marché. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Alors, si le président, vous savez, le président de la CENI n'a pas vocation à faire basculer la CENI d'un côté ou de l'autre. Il a vocation à faire en sorte que la CENI supervise et organise des élections équitables. C'est ça sa vocation. Les recommandations prévoient également les réformes, le mode de scrutin à 2 tours, la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, la recomposition de la Cour constitutionnelle et la CENI, on vient d'en parler. Tous ces points, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que le texte est annoncé par le gouvernement. Là, est-ce que vous estimeriez qu'on a le sentiment quand même que les choses vont se faire ou pas? Moi, je suis comme Saint Thomas dans cette situation. Je ne crois que ce que je vois. À ce jour, rien de ce que vous avez dit n'a été fait. Que ce soit pour les réformes, il y avait un programme des réformes qui avait été établi depuis le 15 octobre. Il était dit que la commission que le comité de suivi transmette au gouvernement un projet de texte. Bon, nous n'en avons pas encore vu la couleur. Nous ne savons pas si l'expert constitutionnaliste a transmis un projet, au comité de suivi. Et nous ne savons pas si le comité de suivi a transmis quelque chose au gouvernement. Donc, parmi les revendications que nous avons faites, les questions que nous avons relevées auprès du facilitateur guinéen,
figure justement cela. Il n'est pas normal que nous, en tant qu'acteurs, en tant que protagonistes de la crise, nous n'ayons à ce jour aucun des rapports qui ont été fournis par les experts. Alors, on ne les a pas, cela n'est pas normal. Sur le point suivant, peut-être reconnaîtriez-vous que quelque chose a été fait, puisque le point 40 dit qu'il faut l'accélération, la finalisation du recensement électoral pour établir les listes électorales fiables, la possibilité pour les Togolais vivant à l'étranger de voter dans leur lieu de résidence, le déploiement des observateurs électoraux. Le recensement électoral, au moins la majorité au pouvoir dira que ça a été fait. Oui, mais un recensement, juste pour un recensement, pour dire qu'on a fait un recensement, ça n'a aucun sens. Vous l'avez dit vous-même, un recensement pour avoir un fichier électoral fiable. C'est pas moi qui le dis, je n'ai pas dans le texte que vous avez lu, dans les recommandations, on parle de fichier électoral fiable. C'est ça le plus important. Si le recensement électoral ne permet pas de déboucher sur un fichier électoral fiable, ce n'est plus un recensement. C'est tout sauf un recensement digne de ce nom. Encore une fois, s'agissant des deux problèmes auxquels nous faisons face, à savoir la recomposition paritaire de la CENI et de ses démembrements, et le problème du recensement, moi je dis ce sont des problèmes d'intérêt national pour lesquels nous devons pouvoir trouver des solutions. Des solutions de bon sens. Vous savez, la fraude électorale commence par une CENI tronquée, une CENI partisane, une CENI dépendante. La fraude électorale commence par là. Le deuxième élément de fraude, c'est un fichier électoral non fiable. Lorsque vous avez ces deux éléments, les élections ne sont plus des élections. Alors en définitive, quel serait le bilan que vous dressez de la mise en œuvre de ces recommandations avant que nous n'ouvrions le standard? Non, vous savez, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que le bilan il est maigre, pour ne pas dire inexistant, parce que en dehors du recensement qui vient d'être fait et qui est contestable, rien n'a été fait. Il n'y a rien d'autre dont on peut parler aujourd'hui. Et cela n'a rien de surprenant. Vous savez, nous l'avons toujours dit, la crise togolaise n'est pas que électorale. Il y a d'abord une crise de confiance entre les acteurs. Il y a une crise institutionnelle. Nous avons des institutions qui sont toutes devenues des ailes marchantes du parti au pouvoir. Sur la crise de confiance, certains estiment que c'est parce que les postures ne sont pas les bonnes et que vous vous inscrivez dans une logique de confrontation alors que le rapport de force ne le permet pas. Non, ce n'est pas ça. Non, vous savez, le combat politique est comme ça. Il faut le reconnaître. Et encore faut-il qu'il y ait des résultats. Mais en même temps, nous sommes dans une situation de crise. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne tireraient aucune fierté, aucune fierté à continuer à aller dans le mur. Le pays n'en tirerait aucun avantage. Et je dis justement, l'intérêt national nous oblige aujourd'hui à nous asseoir pour définir d'abord pour rechercher ce qui doit être fait pour sortir le pays de la crise, comment nous allons mettre en œuvre ces mesures pour sortir de la crise et comment nous devons le faire ensemble. Et c'était ça l'idée que nous avions toujours soutenue au départ en partant du principe que la crise n'est pas que électorale. Pourquoi est-ce que, à votre avis, la CEDEAO n'organise pas des rencontres où vous vous asseyez entre Togolais et discutez? Pourquoi est-ce que, à votre avis, les facilitateurs ne vont pas dans ce sens? Peut-être parce qu'ils ont constaté que chaque fois qu'on est ensemble, les tensions montent. Mais moi,
je continue de penser que même, quelles que soient les difficultés liées à cette méthode-là, à cette méthode des discussions directes entre les deux protagonistes avec l'accompagnement de la CEDEAO, quelle que soit la difficulté de cette méthode, en tout cas, moi, personnellement, je continue de penser que c'est la meilleure méthode. C'est celle-là qui nous permettra d'aborder les problèmes. Parfois, il y a des vérités qui font mal, mais il faut qu'elles soient dites. Et une fois qu'elles sont dites et qu'on recherche ensemble les solutions, eh bien, on parvient à régler le problème. Le MPL pense que la CEDEAO est complice. Est-ce que vous pensez la même chose? Non. Vous savez, dire que la CEDEAO est complice, moi, je ne peux pas le dire. Parce que la CEDEAO joue sa crédibilité dans le dossier togolais. Supposons qu'on n'arrive pas à... le régime peut choisir de continuer la fuite en avant, d'organiser des élections unilatérales. Ça sera l'échec de la CEDEAO d'abord. Parce qu'aujourd'hui, les Togolais font confiance à la CEDEAO pour régler le problème. Et si le problème n'est pas réglé, c'est la CEDEAO qui joue sa crédibilité d'abord. Donc, moi, je pense que la CEDEAO n'a aucun intérêt à être complice de qui que ce soit, ni de l'opposition ni du pouvoir. La CEDEAO doit veiller à ce que les choses se fassent conformément aux normes et aux standards internationaux. Donc, elle n'a aucun intérêt à être complice surtout pas du pouvoir. L'entretien doit veiller à ce que les choses se fassent conformément aux normes et aux standards internationaux. Donc, elle n'a aucun intérêt à être complice surtout pas du pouvoir. L'entretien a été un peu long avec vous, c'est fait exprès pour vous donner le temps d'expliquer un certain nombre de choses sur la rencontre de Conakry et également évoquer point par point les recommandations de la CEDEAO. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs pour voir ce qu'ils en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Premier auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur Afam. Monsieur Coco, comment allez-vous? Très bien. Alors, assez brièvement, quel bilan faire de la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO? C'est bien, monsieur Afam. Permettez-moi, pour une fois, de ne pas répondre à cette question. Pourquoi? Permettez-moi que je puisse poser certaines questions à l'invité. Bien, allez-y. Donc, je salue monsieur Antoine Folie. Bien, monsieur Kodjo, bonjour. Coco. Coco. Allez-y. Bon, c'est comme monsieur Antoine Folie. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, au sein de la coalition, on a comme l'impression que les choses ne vont pas bien. La coalition a appelé au boycott du recensement. Et aujourd'hui, il y a un parti de la coalition qui demande au peuple d'attendre le dit des experts de la CEDEAO avant de se prononcer. Pourquoi les choses vont comme ça? Secondo, dans les réclamations, il y a les journalistes qui demandent à que vous demandez, vous plaidez pour le retour de M. Tiki Akadam et ses consorts. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un document clair qui montre qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre M. Tiki Akadam pour certaines procédures judiciaires pour qu'il ne puisse pas arriver dans le pays? Bien, merci. Au départ, il faisait partie de la délégation dans les rencontres extérieures. Et maintenant, on constate qu'il n'est plus dans les délégations, dans les rencontres extérieures. Pourquoi? Merci. Monsieur Coco, oui? Est-ce parce que vous trouvez les recommandations assez ou extraordinairement mises en œuvre ou pas du tout? C'est pour cela que vous n'avez pas souhaité y répondre? Pour faire le bilan des recommandations, rien n'a été fait, donc c'est pourquoi vous préférez ne pas en parler. Bien, merci monsieur Coco. Passez une excellente journée. Monsieur Baudet écrit que la feuille de route n'est même pas mise en œuvre. Nous sommes toujours dans l'impasse. À côté, Conco dit bilan négatif, mitigé. Nous allons prendre encore un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Bonjour, Sofa Hôpital. Allez-y, nous vous écoutons. Quel bilan dressez-vous? Pour le bilan, rien n'a été fait. L'autre jour, je disais même que la CEDEAO viole sa propre feuille de route. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'elle a parlé
de l'inclusivité de 8-8 de recomposer la CENI. Maintenant, est-ce qu'on a recomposé la CENI? On n'a pas recomposé la CENI. Maintenant, quel CENI a organisé le recensement et que la CEDEAO a envoyé les experts pour faire l'audit? Donc pour vous, c'est un bilan négatif et vous dites que la CEDEAO viole elle-même sa feuille de route. Elle viole, mais je voudrais poser une question à M. Antoine Foley. Monsieur Antoine Foley, à ce moment de la lutte, il faut que les choses soient claires. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre les 13 et le PNP? Merci beaucoup. Merci, M. Kodjo. Passez une bonne journée. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne. M. Foley réagira à l'ensemble. Le bilan est négatif, écrit Kossi Thomas a dit sur la page Facebook de Nana FM. Comme à son habitude, le parti au pouvoir veut passer par des moyens subtils et snober la feuille de route. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Clotaire, vous voulez bien baisser le volume de votre radio? Allez-y, nous vous écoutons. Oui, en fait, pour moi, le bilan hier, déjà la présence d'une feuille de route est un acquis. Et sa mise en œuvre ou pas permet de voir qui est qui. Parce que pendant longtemps, ce gouvernement nous a fait croire qu'il est champion en modernisme en matière d'administration du pays. Mais M. Antoine Foley l'a dit, le président de la République dans tous ses discours parle de modernisme, fait des promesses, plus jamais ça, mais on voit que c'est des actes concrets qui sont posés. Cette feuille de route permet de savoir qui est qui. Bien, merci. On a un problème, on le pose, et voilà, on court derrière les élections, alors qu'il y a des réformes à faire avant les élections. Merci, Clotaire. Cette feuille de route nous permet de voir qui est vraiment de mauvaise foi. Merci. Merci d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Kokou et Kodjo vous ont posé des questions en ce qui concerne l'atmosphère au sein de la coalition. Et on allait en parler puisqu'il y aurait une marche à venir dans les jours prochains et que le PNP se serait désolidarisé de ces manifestations. Que se passe-t-il concrètement, comme vous l'a demandé M. Kokou? Non, vous savez, nous sommes 14 partis politiques. On n'a pas la chance d'être monolithique comme nos adversaires. Nous sommes 14 partis politiques. Bon, c'est vrai qu'il arrive parfois qu'on ne voit pas tous les choses de la même façon. Lorsqu'il s'agit, par exemple, d'organiser des manifestations. Mais ce que je voudrais... je ne nie pas qu'il y ait des problèmes. Incontestablement, il y a... Disons grosso modo, il y a un problème, il faut dire les choses telles qu'elles sont, sur la question des manifestations. Voilà. Nous sommes un groupe de 14. Sur la question des manifestations, il y en a 13 qui disent, aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse, il faut que nous retournions d'où nous venons, et puis, il y a le PNP qui dit, non, ce n'est pas encore le moment d'y retourner. Quelles sont les raisons que ce parti avance? Non, la raison, il y a plusieurs raisons, que le fait que la CEDEAO soit en charge du problème, le fait que nous devons continuer à faire confiance à la CEDEAO, aux experts, etc. D'ailleurs, il y en a un qui l'a dit. Bon, donc, on n'a pas tous la même lecture de ce qui se passe. Bon. Donc, il y a manifestement un problème à ce niveau-là. Mais ce problème, c'est surtout au niveau de l'organisation des manifestations. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de marche dans les jours qui viennent ou vous n'avez pas encore décidé? Non. Le principe, de toute façon, ça a été annoncé samedi dernier par les responsables de la coalition à la marche de Togo Debout. Donc, une marche a été annoncée pour le samedi qui vient là après-demain. Après-demain. Donc, elle tient? Alors,
cette manifestation ne tiendra pas, elle va être décalée d'une semaine. Tout simplement, enfin pour une raison toute simple et compréhensible, c'est que, vous savez, tous les responsables s'engagent personnellement dans la préparation de nos manifestations. Donc, par souci d'efficacité et pour des raisons évidentes d'organisation, vu que nous avons passé 4 ou 5 jours en Guinée, eh bien, on est revenu que mardi très tard dans la nuit. On n'a pas matériellement le temps d'une bonne préparation pour ce samedi. Voilà, pour alors, ce samedi. Donc, la marche va être décalée d'une semaine et aura lieu très probablement le 17. Monsieur Kokou ne vous sent pas très actif pour le retour de Tipi Achadam au pays? Non, vous savez, pour le retour de Tipi Achadam au Togo, c'est pas tout ce qu'on fait. Enfin, ce qu'on fait, c'est pas sur la place publique, on va pas l'étaler sur la place publique. Il s'agit d'abord d'une décision individuelle. C'est Tipi Achadam qui a estimé que sa sécurité n'était plus garantie au Togo et qui, a pris des... je l'ai toujours dit, ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre depuis que nous avons pris sur nous de combattre à visage découvert ce régime. Donc, ce sont des appréciations, j'allais dire, individuelles. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas ce qu'il faut pour que Tipi Achadam revienne parmi nous. Donc, que ces personnes se rassurent. Dans chacune de nos délégations, il y a toujours un représentant du PNP, et partout où nous allons, nous faisons ce qu'il faut pour le retour parmi nous de Tipi Achadam. Cette question n'est pas oubliée. Ça, bien sûr, non. Bien. Mais ça, c'est pas sur la place publique on dira tout ce qu'on fait. Clotaire pense que cette feuille de route permet de savoir qui est qui. Mais, il dit qu'à travers la mise en œuvre, on sait qui est réellement de mauvaise foi. Est-ce que vous partagez son point de vue? Non, mais vous savez, ce qui est évident, c'est que le gouvernement, enfin le pouvoir en place, n'est pas, ne marque pas beaucoup d'enthousiasme à la mise en œuvre de cette feuille de route. Ça, c'est évident. Bon, maintenant, comme je l'ai toujours dit, c'est une fuite en avant. J'ai dit tout à l'heure que le problème togolais n'est pas que électoral. Se précipiter pour organiser des élections bâclées, tout simplement parce que ces élections bâclées vont vous permettre de garder le pouvoir, est une fuite en avant. Comme moi je l'ai toujours dit, plus rien ne sera comme avant au Togo. Le Togolais de 2018 n'est pas comme le Togolais de 2005 ou de 2010. Donc, il est important que nous prenions la crise togolaise dans toutes ses dimensions. Dans sa dimension de confiance, de manque de confiance entre les acteurs, dans sa dimension institutionnelle, constitutionnelle, et dans sa dimension électorale. La dimension électorale, moi je suis peiné de voir que la communauté internationale est privilégiée uniquement la dimension électorale de la crise. Et est-ce que vous comprenez vos militants et sympathisants qui peuvent avoir l'impression que la machine est en train de s'enrayer? C'est pour cela qu'il y en a qui vous ont demandé, mais clairement, quelle est la situation aujourd'hui? Parce que Kodjo lui dit que la CEDEAO elle-même viole sa feuille de route et en même temps votre mot de la fin. Oui, non. Moi, je disais tout à l'heure, quand on dit que la CEDEAO viole sa propre feuille de route, ce n'est pas la CEDEAO qui met en œuvre la feuille de route. Ce sont les acteurs qui doivent mettre en œuvre la feuille de route. Et plus particulièrement, les deux parties prenantes au dialogue. La coalition d'un côté, le pouvoir de l'autre. Mais ce qui se passe, c'est que
le pouvoir se prévaut et abuse de sa position de pouvoir en place pour faire une mise en œuvre unilatérale. C'est ça le fond du problème. Le pouvoir considère qu'il n'a pas à co-gérer la mise en œuvre de la feuille de route avec la coalition. Et donc, est-ce que la situation demeurera dans l'impasse? Et c'est ça qui mène au blocage. Donc, il faut qu'on sorte de cette impasse. Et la meilleure façon de sortir de cette impasse, c'est des discussions directes entre nous, entre le pouvoir et l'opposition, avec l'accompagnement de ceux qui nous aident. C'est-à-dire la CEDEAO. La CEDEAO et d'autres acteurs. Merci. Mais faire autre chose, faire ce que fait actuellement le gouvernement, c'est-à-dire foncer dans le mur, c'est suicidaire pour le pays. Merci Antoine Folly d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de l'UDS Togo, parti membre de la coalition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Antoine Tété Omeni était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Merci à vous auditeurs d'avoir suivi ce débat. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme par Internet. Nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une très bonne journée en compagnie de Nana FM. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.